si dans le domaine du sport, vous vous rendez compte qu'il y a le TAS, qui est le plus fameux, le tribunal le plus fameux, le tribunal arbitral du sport, qui a le siège en Suisse, ça veut dire que c'est là pour juger certaines actions qui sont illicites. Et là, on entre dans le droit. Je vais vous avouer que le droit, je ne suis pas juriste de formation, je précise déjà, je ne suis pas juriste de formation. J'ai eu la chance de faire dans mes cursus académiques le droit. Et je vais honnêtement vous avouer que c'est une discipline qui m'a le plus fasciné. Je ne sais expliquer. C'est une discipline qui m'a impressionné et passionné, entre autres. Et chez nous, en Afrique, on a du mal à respecter le droit. Donc, je vais évoquer dans cette vidéo, je vais faire une série de vidéos pour parler du droit, du sport. Et je vais m'appesantir sur un pays comme l'Italie, c'est un pays que je connais le plus. Alors, dans cette vidéo, je vais parler des personnes physiques et personnes morales ou juridiques. Je vais évoquer ces deux thèmes. Déjà il faut dire que, en ce qui concerne le statut juridique des personnes, on a ce qu'on appelle la capacité juridique. C'est quoi? C'est la capacité de l'homme, l'homme avec grand H bien sûr, à être titulaire des droits et des devoirs. Et cette capacité s'acquiert dès la naissance. Quand je dis naissance, c'est au début de la respiration pulmonaire. Et ça prend fin avec la mort. Et la mort ici, c'est l'arrêt définitif de toute activité cérébrale. Donc, une fois qu'on a parlé de la capacité juridique, on va évoquer la capacité d'agir, qui est l'aptitude d'un sujet à accomplir des actes juridiques par lesquels il acquiert les droits ou assume des devoirs. Et cette capacité d'agir est acquise à la majorité. On ne peut pas parler de majorité sans parler de mineurs et de l'émancipation. Alors disons que le mineur est soumis à l'autorité de ses parents, l'autorité parentale, qui ont le pouvoir et le devoir de le protéger, de l'éduquer et de veiller à ses intérêts patrimoniaux. En l'absence des parents, le mineur est placé sous tutelle d'un tuteur qui est nommé par un tribunal. Ça dépend des pays. Et le mineur, dans un pays comme l'Italie, le mineur qui atteint l'âge de 16 ans est automatiquement appelé ce qu'on appelle le mineur émancipé. Et ça lui confère la pleine capacité d'agir, mais qui est limitée à des actes de gestion courante et même à l'autorité parentale. Donc pour effectuer des actes de gestion extraordinaire, le mineur émancipé doit être autorisé par des juges de tutelle et être assisté. Parlons maintenant de l'essence de la vidéo, les personnes physiques et les personnes juridiques ou morales. Une personne physique, c'est quoi? C'est chaque individu. Ça peut être un citoyen, un apatride ou un étranger qui est titulaire des droits et des devoirs. Ça, c'est une personne physique. Les personnes juridiques, maintenant, c'est toute organisation collective. Pourquoi je parle de cette vidéo? Parce que vous criez à gauche à droite, la fédération est montée, c'est fait descendre, vous ne connaissez même pas de quoi il s'agit. Les personnes juridiques, c'est toute organisation collective. Association, fondation, société, consortium, et j'en passe, qui possède la capacité juridique qui lui permet d'être titulaire des droits et des devoirs spécifiques, de posséder des biens et d'assumer des responsabilités. Les personnes juridiques ou morales sont titulaires de la capacité d'agir. Si on reste dans les personnes juridiques, on peut avoir les personnes juridiques ou morales publiques et privées. Parlons du premier point des personnes publiques. On a l'État, les entités publiques, les régions, les provinces, les communes, qui poursuivent des objectifs publics en fait. Il faut dire que ces personnes juridiques ou morales publiques ont une double capacité de droit public à travers l'émission des actes autoritaires et de droit privé à travers la capacité d'être titulaire des droits et des devoirs. Ça, c'est les personnes morales publiques. Passons maintenant aux personnes morales privées. Ce sont les personnes de droit privé qui ont une capacité d'être titulaires de droits et de devoirs et sont des organisations établies conformément aux dispositions du Code civil et qui varient des pays, qui varient de chaque pays. Donc, ce sont les associations, les fondations et les sociétés. Si on veut évoquer les entités publiques, on a l'État, les régions, les provinces, les communes. Il faut dire que leur caractère distinctif est le pouvoir souverain. Donc, ils sont également appelés entités territoriales car ils représentent une communauté donnée, établie sur un territoire déterminé et ont pour mission de répondre aux besoins de la collectivité.
J'y arrive. L'association, qui est différente de la fondation. C'est quoi l'association? C'est une organisation collective stable à travers laquelle des objectifs supra-individuels qui sont non économiques sont poursuivis. L'association est constituée par un contrat qui est l'acte constitutif et sa vie est réglementée par des statuts. Une fois constituée, de nouveaux membres peuvent adhérer selon les conditions prévues par l'acte constitutif ou les statuts et elle agit par le biais de ces organes qui est l'Assemblée, qui est l'organe souverain et délibératif, les administrateurs, qui est l'organe exécutif. Les associations peuvent se dissoudre pour des raisons diverses, notamment par la volonté des membres, quand la réalisation de l'objectif devient impossible, ou encore la disparition des membres, ou la dissolution, ou bien la dissolution est décidée par l'Assemblée. Passons maintenant à la fondation, qui est différente d'une association. La fondation, c'est une organisation stable qui est destinée à l'affectation d'un patrimoine privé à un objectif déterminé d'ordre idéal, donc qui peut avoir d'ordre d'assistance, de culture ou de scientifique. L'acte de fondation est un acte unilatéral et peut être également établi par un testament. Disons que l'acte de dotation est l'instrument par lequel les biens sont attribués à titre gratuit. La fondation dispose des statuts et d'un seul organe, qui sont les administrateurs, qui sont nommés selon les modalités prévues dans l'acte de fondation. Passons maintenant à la reconnaissance des personnes morales. Il faut dire que la personnalité juridique est acquise à partir de la date d'inscription dans les registres. Les associations reconnues peuvent acquérir des biens, des meubles et immeubles à titre onéreux ou gratuit pour les obligations contractées par une association reconnue. Seule l'association répond avec son patrimoine, ce qu'on appelle l'autonomie patrimoniale parfaite. Maintenant, les associations non reconnues peuvent également acquérir des biens à titre onéreux et accepter des successions ou des donations. Si on évoque les droits de la personnalité, il s'agit des droits inviolables de l'homme qui sont considérés comme existants indépendamment et de tout droit objectif qu'il reconnaît. Ce sont les droits des personnes, ce sont les droits personnels non patrimoniaux, inaliénables, imprescriptibles et absolus tels que le droit à la vie, à l'intégrité physique, à la santé, au nom, à l'honneur, à la liberté personnelle, au domicile, à l'exception de la pensée et de la confidentialité. On a parlé de personnes physiques ou personnes morales ou juridiques, et personnes physiques et personnes morales ou juridiques. Finissons la vidéo en évoquant aussi le siège juridique de la personne. Très souvent, communément, on a tendance à confondre la demeure, la résidence, le domicile et le siège. La demeure, c'est le lieu où un sujet se trouve occasionnellement. Ça, c'est la demeure. La résidence, c'est le lieu de présence effective et habituelle d'un sujet. C'est ce qu'on appelle la résidence habituelle. Mais il faut dire que la résidence aussi peut être librement choisie, mais doit être obligatoirement communiquée. Le domicile, c'est l'endroit où la personne physique, je précise bien le domicile, c'est l'endroit où une personne physique établit le siège principal de ses affaires et intérêts. Ça, c'est le domicile. Maintenant, le siège, c'est le lieu où la personne morale établit le siège principal de ses affaires et intérêts. Donc voilà, comme ça, la différence entre la demeure, la résidence, le domicile et le siège.